Le bruit a commencé comme un murmure métallique. Un simple cliquetis dans le silence de l'aube. Puis il est devenu plus insistant. Frénétique. C'était la poignée de la porte d'entrée. Secouée avec une violence désespérée. De l'extérieur, une voix paniquée a déchiré le calme du petit matin. La voix d'Élise. Julien. Ouvre-moi. Qu'est-ce qui se passe? La clé ne marche pas. Je suis resté assis dans le salon. Immobile. Le cœur battant à un rythme lent et glacial. La lumière grise de Paris filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres longues et déformées sur le parquet. Mon téléphone était posé sur la table basse. Son écran encore allumé. Il affichait le dernier message que je venais de lui envoyer. Quelques minutes plus tôt. Une réponse à son flot de questions affolées. Tu n'as plus besoin de rentrer. Jamais. Dehors. Les coups contre la porte ont remplacé le bruit de la poignée. Sa voix était maintenant brisée par un sanglot. Julien. S'il te plaît. Parle-moi. J'ai froid. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien ressenti. Ni pitié. Ni colère. Juste un vide immense et froid. Comme si toutes mes émotions avaient été consumées. Ne laissant derrière elles que des cendres. Quelques semaines plus tôt, tout était différent. Ou du moins, j'avais la naïveté de le croire. Je m'appelle Julien Moreau. J'ai 40 ans. Directeur commercial dans un grand groupe du CAC 40. Mes journées se déroulaient au sommet d'une des tours de verre de la Défense. Un bureau avec vue panoramique. Des responsabilités. Une équipe à gérer. Une réussite professionnelle que beaucoup m'enviaient. J'avais travaillé dur pour en arriver là. Sacrifiant des soirées et des week-ends. Mais chaque effort était motivé par une seule et unique chose. Une seule personne. Ma femme. Élise. Notre appartement, dans le 15e arrondissement, était mon refuge. Le lieu où le directeur commercial laissait place à l'homme. Au mari. Élise était mon ancre. Ma boussole. Nous nous étions rencontrés à l'université. Un coup de foudre lors d'un cours d'histoire de l'art. Nous nous étions mariés 1 an après nos diplômes. Et 17 années s'étaient écoulées depuis. 17 années de complicité. De rire. De soutien mutuel. Elle travaillait comme assistante commerciale pour une marque de cosmétiques. Un travail qu'elle aimait mais qui ne la définissait pas. Ce qui la définissait, à mes yeux, c'était son sourire. La chaleur de sa présence à mes côtés. Nos vies étaient faites de rituels simples qui constituaient notre bonheur. Le café du matin partagé en lisant les nouvelles sur nos tablettes. Les week-ends passés à flâner dans les marchés de la rue du Commerce. À choisir des légumes frais pour le dîner. Les soirées où elle me racontait les petites histoires de son bureau pendant que je décompressais de la pression de mes propres responsabilités. Ces moments étaient le fondement de mon existence. La raison pour laquelle je me battais chaque jour dans l'arène impitoyable du monde des affaires. Je croyais notre amour indestructible. Notre lien aussi solide que le pont de Bir Hakeim que nous apercevions depuis notre balcon. Je me trompais lourdement. Le changement a été subtil. Insidieux. Comme une fissure minuscule dans une belle porcelaine. D'abord invisible. Puis s'étendant lentement jusqu'à menacer de tout briser. Cela a commencé il y a environ 3 mois. Avec son téléphone. Cet objet, autrefois anodin, était devenu une extension de sa main. Elle le gardait toujours près d'elle. Écran retourné sur la table. Quand nous étions sur le canapé, elle l'inclinait de manière à ce que je ne puisse jamais voir ce qu'elle écrivait. Le son des notifications, autrefois rare, rythmait désormais nos soirées. Un petit ding discret,
suivi d'un coup d'œil rapide de sa part et de doigts qui s'envolaient sur le clavier. « C'est le travail ?» avais-je demandé une des premières fois. « Oui. »« Un dossier urgent ?» avait-elle répondu sans lever les yeux, son visage illuminé par la lueur bleutée de l'écran. J'avais voulu la croire. Puis il y a eu les pots entre collègues. Avant, cela arrivait une fois par mois. Peut-être deux. C'était devenu un rituel hebdomadaire. Puis bi-hebdomadaire. Ses retours à la maison se faisaient de plus en plus tardifs. 11 heures. Puis minuit. Elle rentrait sur la pointe des pieds. L'odeur de son parfum mêlée à une autre fragrance. Plus masculine. Et non à l'odeur de vin ou de bière que l'on attendrait d'une soirée entre collègues. Le projet du nouveau sérum nous met une pression folle, m'expliquait-elle. On doit tout finaliser. Alors on décompresse un peu après. Je hochais la tête, acceptant l'explication. Parce que l'alternative était impensable. Parce qu'admettre mes doutes, c'était admettre que notre monde parfait était peut-être une illusion. Mais au fond de moi, une alarme silencieuse ne cessait de retentir. Un malaise grandissant qui me serrait la poitrine chaque fois qu'elle prétextait une nouvelle sortie. Le week-end, elle s'échappait aussi plus souvent. Une séance de shopping avec une amie dont je n'avais jamais entendu parler. Un cinéma avec une nouvelle du marketing. Nos conversations perdaient de leur substance. Elle semblait ailleurs. Son esprit vagabondant loin de notre salon. Elle évitait mon regard. Répondait à mes questions par des phrases courtes. Dénuées d'émotion. Le silence s'installait entre nous. Un silence lourd. Pesant. Bien plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Le véritable point de bascule a eu lieu un vendredi soir. La pluie d'automne tambourinait doucement contre les fenêtres. Une mélodie triste qui semblait refléter mon humeur. Élise se préparait devant le miroir de l'entrée. Elle portait une blouse en soie noire et une jupe crayon qui moulait ses hanches. Un peu trop élégante pour un simple verre entre collègues, me suis-je dit. Son maquillage était plus soigné que d'habitude. Un trait d'eyeliner précis. Un rouge à lèvres d'un rouge profond. J'ai un pot avec l'équipe ce soir? A-t-elle annoncé d'un ton faussement léger. Le lancement approche. On fête la fin d'une grosse étape. Je rentrerai sûrement tard? Ne m'attends pas. D'accord. Ai-je répondu, m'efforçant de garder une voix neutre. Elle ne s'est pas retournée. Elle a simplement pris son sac à main. M'a lancé un « à tout à l'heure » par-dessus son épaule. Et la porte s'est refermée derrière elle. Le bruit du pêne s'enclenchant dans la serrure a résonné dans l'appartement soudainement vide et froid. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'ai essayé de lire, de regarder une série. Mais mon esprit revenait sans cesse à elle. Où était-elle? Avec qui? Les heures s'égrenaient. Lentes et angoissantes. 23 heures. Minuit. 1 heure du matin. Aucun message. Aucune nouvelle. Mon angoisse se muait en une colère froide. J'ai fini par m'assoupir sur le canapé. Le téléphone serré dans ma main comme une bouée de sauvetage. J'ai été réveillée en sursaut par sa vibration. Il était 3 heures passées. Mon cœur a fait un bond. J'ai déverrouillé l'écran. Le souffle court. Un message d'Élise. On s'est un peu emporté au karaoké et j'ai raté le dernier métro. Je prendrai le premier demain matin. Désolé. Le message était accompagné d'un emoji qui souriait. Un petit visage jaune et innocent qui me parut grotesque. La légèreté de ces mots. L'absence totale de considération pour l'inquiétude qui avait dû être la mienne. Pas d'excuse pour le silence radio de plusieurs heures. Pas un mot pour me rassurer. Juste une explication désinvolte. Presque joyeuse.
Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Une confiance aveugle. Un espoir tenace. Le froid qui m'a envahi n'avait rien à voir avec la nuit d'automne. Il venait de l'intérieur, du plus profond de mon être. Mes doigts tremblaient légèrement tandis que je tapais ma réponse, me forçant à rester calme. D'accord. Fais attention en rentrant. J'ai posé le téléphone. Le silence de l'appartement était maintenant absolu. Et pour la première fois en 17 ans, il était peuplé de la certitude que j'étais terriblement seule. Le son de la clé tournant dans la serrure m'a tiré d'un sommeil lourd et agité. Il était 6 heures du matin. La lumière blafarde de l'aube avait remplacé l'obscurité, mais n'apportait aucune chaleur à la pièce. Je me suis redressée sur le canapé, le cou endolori, les yeux piquants de fatigue. J'avais attendu toute la nuit. La porte s'est ouverte doucement. Élise est entrée, essayant de faire le moins de bruit possible. Je suis rentrée, a-t-elle murmuré, pensant probablement que je dormais dans notre chambre. Elle s'est figée en me voyant assis dans le salon. Une fraction de seconde. Son visage a trahi une surprise coupable, avant de se recomposer en une expression de fausse sollicitude. Oh. Tu es réveillée. Je suis désolée. Je ne voulais pas faire de bruit. Sa voix était claire, pas du tout pâteuse comme celle de quelqu'un qui aurait passé la nuit à boire et à chanter. Ses vêtements étaient impeccables. Son maquillage parfaitement refait. Il n'y avait aucune trace de fatigue sur son visage. Au contraire, ses joues étaient légèrement rosées. Ses yeux brillaient d'une énergie que je ne lui avais pas vue depuis des mois. Elle avait l'air épanouie, comblée. Bienvenue à la maison, ai-je dit. Ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle a esquivé mon regard, se dirigeant vers la cuisine. Je vais juste boire un verre d'eau et je vais me coucher. Je suis épuisée. Un mensonge. Tout en elle criait le contraire. Alors qu'elle passait devant moi, son sac à main frôlant la table basse, j'ai remarqué un détail. Un vide. Un éclat manquant. Mon regard s'est fixé sur sa main gauche. Celle qu'elle venait de lever pour écarter une mèche de cheveux de son visage. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le sang s'est glacé dans mes veines. L'alliance. Notre alliance en platine, que je lui avais passée au doigt 17 ans plus tôt, n'était plus là. L'annulaire de sa main gauche était nu. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. Chaque seconde semblait durer une éternité. Élise. Ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas? Une voix blanche, sans aucune inflexion. Ton alliance? Son mouvement s'est interrompu. Elle a baissé lentement sa main, la regardant comme si elle découvrait elle-même l'absence de la bague. Puis elle a relevé la tête, un sourire forcé aux lèvres. Oh! Ça! J'ai les doigts qui ont un peu gonflé cette nuit. Elle me serrait. J'ai dû l'enlever. Je l'ai mise dans mon sac. Elle a répondu sans hésitation. Mais ses yeux fuyaient les miens. Il regardait le mur derrière moi. Le plafond. N'importe où sauf mon visage. C'était là. La preuve ultime. Celle qui venait s'ajouter à la longue liste de mes doutes. Le téléphone. Les sorties. Le parfum. Et maintenant l'alliance. Le symbole de notre union. Retiré et rangé dans un sac. Comme un vulgaire accessoire. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis contentée de hocher la tête. Elle a semblé soulagée par mon manque de réaction et s'est empressée de filer vers notre chambre. Je suis vraiment fatiguée, a-t-elle répété avant de fermer la porte derrière elle. Je suis restée seule dans le salon, le cœur en miettes. La confiance.
Ce fil d'or qui nous liait depuis près de 2 décennies venait de se rompre définitivement. 17 ans de vie commune, de projets, de souvenirs, balayés par un annulaire nu et un mensonge pathétique. Je me sentais vide, trahi et incroyablement stupide. Stupide d'avoir voulu croire à ses excuses. Stupide de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. La douleur et le doute étaient devenus insupportables. Je ne pouvais plus vivre dans cette incertitude. J'avais besoin de la vérité. Aussi laide et destructrice soit-elle. J'allais faire quelque chose que je m'étais toujours juré de ne jamais faire. J'allais violer son intimité. J'allais trahir sa confiance. Pour découvrir comment elle avait trahi la mienne. J'ai attendu qu'elle soit profondément endormie. Épuisée par sa nuit blanche dont je connaissais maintenant la véritable nature. Son téléphone était posé sur sa table de chevet. En charge. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je l'ai pris. L'objet était froid et lisse. Impersonnel. Pourtant, il contenait le poison qui détruisait ma vie. Avec une sensation de nausée, j'ai déverrouillé l'écran. Je connaissais son code. Une date d'anniversaire. Pas la nôtre. Celle de sa mère. J'ai ouvert l'application de cartographie. Le cœur battant à tout rompre. J'avais cherché la procédure sur Internet plus tôt dans la journée. Quelques clics. Quelques menus déroulants. Et puis, l'historique de ses positions s'est affiché. Mon souffle s'est coupé. L'écran montrait une carte de Paris, parsemée de points rouges indiquant les lieux qu'elle avait visités. Mon regard a immédiatement été attiré par une concentration de points dans le quartier de Montparnasse. Pas près de son bureau. Ni près des bars à karaoké du quartier de l'Opéra. Je me suis rapproché. Zoomant sur la carte. Les points convergeaient tous vers une seule et même adresse. Dans une petite rue discrète. L'adresse d'un hôtel. Un de ces hôtels de charme dont le nom est un euphémisme pour désigner un lieu de rendez-vous clandestin. Les dates et les heures étaient indiquées à côté. Vendredi. De 23h15 à 5h30. La semaine d'avant. Un mardi. De 20h à minuit. Il y en avait d'autres. Plusieurs fois par semaine. Depuis des mois. Les pots entre collègues. Le shopping avec une amie. Tout était là. Un calendrier précis et glacial de sa trahison. Chaque point rouge était un poignard planté dans mon cœur. J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. J'avais du mal à respirer. Le monde autour de moi semblait s'effondrer. L'image de notre couple. L'amour que je croyais si solide. Tout n'était qu'une façade. Derrière le rideau, il n'y avait que mensonge et tromperie. La douleur était si intense, si physique, que j'ai dû m'asseoir sur le bord du lit pour ne pas tomber. Je la regardais dormir. Son visage était paisible, presque angélique. Comment pouvait-elle dormir si tranquillement? Avec un tel secret? Qui était vraiment cette femme avec qui j'avais partagé ma vie? J'aurais pu la réveiller. Crier. Lui jeter son téléphone au visage. J'aurais pu provoquer une scène terrible. Une de ces disputes qui déchirent une famille et laissent des cicatrices à jamais. Mais alors que la colère et le chagrin menaçaient de me submerger. Une autre émotion, froide et tranchante comme une lame de rasoir, a pris le dessus, la détermination. Je ne lui donnerai pas la satisfaction d'une crise de larmes ou d'une explosion de rage. Je n'allais pas lui permettre de se poser en victime. De retourner la situation contre moi en invoquant ma jalousie ou mon manque d'attention. Non. Si elle voulait jouer, nous allions jouer. Mais selon mes règles. Elle m'avait pris pour un imbécile. Elle allait découvrir à quel point elle s'était trompée.
Je suis retournée dans le salon. J'ai reposé délicatement son téléphone sur la table de chevet. Comme si de rien n'était. Puis, je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé quelques mots dans le moteur de recherche, Agence de détective privée Paris. Je voulais des preuves. Des photos. Des enregistrements. Des faits irréfutables qui ne laisseraient aucune place au doute. Aucune possibilité de mensonge. Je voulais construire un dossier si solide que son monde de faux-semblants s'écroulerait comme un château de cartes. J'ai trouvé une agence qui semblait sérieuse. Avec de bonnes recommandations. J'ai composé le numéro. Ma main ne tremblait plus. Ma voix, quand j'ai parlé à l'homme à l'autre bout du fil, était calme, posée, presque mécanique. Bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous. C'est au sujet de ma femme. Je crois qu'elle me trompe. En raccrochant, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère. Juste le froid glacial d'une résolution inébranlable. La guerre était déclarée. Et j'étais bien décidée à la gagner. Les 2 semaines qui suivirent furent la forme la plus exquise de torture que l'on puisse imaginer. Je devins un acteur. Le meilleur acteur de ma propre vie. Chaque matin, je me levais et je jouais le rôle de Julien Moreau. Le mari aimant et un peu préoccupé par son travail. Je préparais le café. Je lui demandais comment elle avait dormi. Je lui souriais quand elle partait au bureau. Et à chaque instant, je sentais le venin de la trahison se répandre un peu plus dans mes veines. Je vivais dans un état d'hypervigilance. Chaque sonnerie de son téléphone me faisait sursauter. Chaque fois qu'elle souriait en regardant son écran, je devais réprimer l'envie de lui arracher l'appareil des mains. Je la regardais se préparer pour ses soirées entre collègues, choisissant ses vêtements avec un soin nouveau. Et je voyais clair dans son jeu. Elle ne s'habillait pas pour ses collègues. Elle s'habillait pour lui. Pour son amant. Le plus difficile était de maintenir une façade de normalité. Nous dînions ensemble. Et je l'écoutais me parler de sa journée. Sachant pertinemment que la moitié de son récit était un mensonge. Elle omettait les regards complices. Les messages échangés sous la table en réunion. Les pauses café qui s'éternisaient. Elle me parlait d'un monde qui n'existait pas. Et je devais prétendre y croire. Je me sentais comme un spectateur de ma propre tragédie. Forcé de regarder l'intrigue se dérouler sans pouvoir intervenir. La haine et le chagrin se livraient une bataille féroce en moi. Mais à l'extérieur, je restais calme. Un calme glacial, artificiel, qui me coûtait une énergie folle. Puis, au 15e jour, le colis est arrivé. Une grande enveloppe cartonnée, épaisse et anonyme, livrée par un coursier. Je l'avais fait envoyer à mon bureau pour plus de discrétion. Assis derrière mon bureau vitré qui surplombait le chaos ordonné de la Défense, je fixais l'enveloppe. Elle était lourde. Bien plus lourde que son poids en papier. Elle contenait le poids de la vérité. Le poids de la fin de mon mariage. Mes mains étaient moites. J'ai attendu que mon assistante parte déjeuner pour être absolument seule. J'ai déchiré l'enveloppe avec une précision chirurgicale. À l'intérieur, un rapport détaillé et une liasse de photographies sur papier glacé. J'ai sorti les photos. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. La première image montrait Élise, assise à la terrasse d'un café. Elle riait. La tête légèrement penchée en arrière. D'un rire franc et libéré que je ne lui avais pas vu depuis des années. En face d'elle, un homme lui tenait la main par-dessus la table. Un homme au visage familier, que j'avais déjà croisé lors d'un pot de fin d'année de son entreprise. Le rapport l'identifiait, Marc Dubois. 35 ans. Commercial dans la même société qu'elle.
Un homme au sourire charmeur et à l'assurance un peu trop visible. J'ai fait défiler les autres photos. Marc et Élise sortant d'un cinéma. Son bras passé autour de sa taille. Marc et Élise s'embrassant dans l'encoignure d'une porte cochère. À l'abri des regards. Chaque photo était une nouvelle blessure. Plus profonde que la précédente. Ils avaient l'air heureux. Épanouis. Comme deux adolescents découvrant l'amour. Ils formaient un couple. Un vrai couple. Et moi? J'étais l'obstacle. L'intrus. Le vestige d'une vie qu'elle avait déjà décidé de quitter. La dernière photo était la pire. C'était une photo prise de loin. De nuit. On les voyait de dos. Entrant ensemble dans le petit hôtel de Montparnasse que j'avais repéré sur son historique de localisation. Leur silhouette se détachait sous la lumière crue d'un lampadaire. Juste avant de disparaître dans l'obscurité de l'entrée. Cette image contenait tout. Le secret. La clandestinité. La trahison consommée. Je me sentais vidée. La colère avait laissé place à une douleur sourde et profonde. J'ai posé les photos. Face contre le bureau. Je ne pouvais plus les regarder. L'enveloppe contenait aussi une clé USB. Le rapport précisait qu'elle contenait des enregistrements audio. Captés par un micro placé discrètement par le détective dans le café où ils avaient leurs habitudes. Mon doigt a hésité au-dessus de mon ordinateur. Une partie de moi voulait tout jeter. Tout oublier. Fuir cette horrible réalité. Mais une autre partie, plus forte, avait besoin de savoir. J'avais besoin d'entendre. J'avais besoin d'atteindre le fond de l'abîme. J'ai inséré la clé USB. J'ai cliqué sur le fichier audio. D'abord, il y a eu un bruit de fond. Des conversations lointaines. Le tintement de tasses. Puis, la voix de Marc. Claire et proche. Parfois, j'ai l'impression qu'on vit sur une autre planète. Juste toi et moi. Et puis, la voix d'Élise. Sa voix. La même voix qui, le matin même, m'avait demandé de ne pas oublier d'acheter du pain en rentrant. Mais elle était différente. Plus douce. Plus enjouée. Presque mielleuse. Je sais. Avec toi. Tout semble simple. Léger. Je revis. Mon estomac s'est noué. Il ne se doute toujours de rien? A demandé Marc. Un petit rire a échappé à Élise. Un rire cristallin. Teinté de mépris. C'est ce rire qui m'a le plus anéanti. Julien? Oh non. Il est tellement naïf. Il est tellement plongé dans son travail. Il ne remarque rien. Il y a eu un silence. J'ai imaginé qu'ils se souriaient. Qu'ils échangeaient un regard complice. Puis Élise a ajouté la phrase. La phrase qui a fait voler en éclats les derniers vestiges de mon cœur. La phrase qui a tout scellé. De toute façon. Il n'est que mon distributeur de billets. Un distributeur de billets. Le son s'est coupé dans mes oreilles. Le monde est devenu silencieux. J'ai fixé le mur de mon bureau sans le voir. 17 ans. 17 ans de ma vie. De mon amour. De mes efforts. De mes sacrifices. Réduit à une simple transaction financière. Je n'étais pas son mari. Son partenaire. Son confident. J'étais une commodité. Une source de revenus qui finançait sa double vie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Une vague de froid intense m'a envahi. Partant de ma poitrine et se propageant jusqu'au bout de mes doigts. C'était pire que de la haine. C'était le néant. L'amour que j'avais pour elle s'est évaporé en une seconde. Remplacé par quelque chose de sombre et de dur.
J'ai retiré la clé USB. J'ai rangé soigneusement les photos et le rapport dans l'enveloppe. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la grande baie vitrée. En bas, les voitures et les passants ressemblaient à des fourmis affairées. Ma vie, vue de si haut, semblait tout aussi insignifiante. Un homme trompé. Un de plus dans cette immense ville. Mais je n'allais pas être juste une victime. Je n'allais pas me contenter de souffrir en silence. La douleur était trop grande. L'humiliation trop profonde. L'enregistrement tournait en boucle dans ma tête. Mon distributeur de billets. Ces mots étaient devenus mon carburant. Je savais que je ne pouvais pas gérer ça seule. Mes émotions étaient trop à vif. J'avais besoin de conseils. J'avais besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui saurait me guider avec sagesse et non avec pitié. Une seule personne m'est venue à l'esprit. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le bureau de mon supérieur. Bernard Lambert. Un homme d'une 50aine d'années. Juste. Et d'une grande qualité humaine. Bernard ? C'est Julien. Est-ce que tu aurais 5 minutes à m'accorder ? C'est personnel. Et c'est important. Bernard m'a reçu dans son bureau. Plus spacieux et plus haut perché encore que le mien. Il a fermé la porte. Un geste inhabituel qui signalait qu'il comprenait la gravité de ma demande. Il s'est assis en face de moi. Dans l'un des fauteuils en cuir réservés aux visiteurs. Et non derrière son imposant bureau. C'était sa manière de se mettre à mon niveau. D'homme à homme. Je t'écoute. Julien. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça fait des semaines que je te trouve l'air soucieux. Les mots sont sortis d'abord avec difficulté. Puis dans un flot incontrôlé. J'ai tout déballé. Les doutes. Le téléphone. Les retours tardifs. L'alliance manquante. Et puis, j'ai posé l'enveloppe du détective sur la table basse qui nous séparait. J'ai sorti les photos une à une, les disposant comme des cartes d'un jeu macabre. Je lui ai raconté le contenu de l'enregistrement. En prononçant les mots « distributeur de billets », ma voix s'est brisée pour la première fois. Bernard a écouté sans m'interrompre. Son visage, habituellement jovial, s'était durci. Il regardait les photos avec une expression de profond dégoût. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, les doigts joints devant la bouche, le regard perdu dans le vague. C'est une épreuve terrible ? Julien ? A-t-il finalement dit d'une voix grave. Personne ne mérite de subir une telle humiliation. Sa compassion était sincère, sans une once de pitié. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je ne sais pas quoi faire. Bernard ? Ai-je avoué ? Me sentant soudain vulnérable. Une partie de moi veut tout détruire ? La confronter. Crier. Une autre veut juste disparaître. C'est normal ? A-t-il répondu en hochant la tête. Mais la colère est mauvaise conseillère. Si tu agis sous le coup de l'émotion, tu risques de faire des erreurs que tu regretteras. Et tu lui donnerais exactement ce qu'elle veut, une raison de te faire passer pour le méchant. L'homme jaloux et instable. Il a marqué une pause. Son regard croisant le mien avec intensité. Dans cette situation, il ne faut pas se battre avec le cœur, mais avec la tête. Tu dois être stratégique, méthodique. Et surtout, tu dois te protéger sur le plan légal. Il s'est levé, a fait le tour de son bureau et a sorti un portefeuille de sa veste. Il en a extrait une carte de visite qu'il m'a tendue. Mon petit frère. Thomas. Il est avocat. Spécialisé en droit de la famille. Mais c'est un vrai requin quand il s'agit de défendre les intérêts de ses clients. Il est intelligent.
efficace et, surtout, d'une discrétion absolue. Appelle-le de ma part. Raconte-lui tout. Il saura exactement quoi faire. J'ai pris la carte. Maître Thomas Lambert, avocat à la cour. Le nom me paraissait étrangement rassurant. C'était une bouée de sauvetage au milieu de mon naufrage. Merci. Bernard. Je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas. Protège-toi. Julien. C'est tout ce qui compte. Et souviens-toi, la meilleure vengeance n'est pas la destruction de l'autre, mais ta propre reconstruction. J'ai rencontré Thomas Lambert le lendemain, dans son cabinet situé près du parc Monceau. L'endroit était à son image, sobre, élégant et d'une efficacité redoutable. Thomas était plus jeune que Bernard. La quarantaine est lancée, avec un regard perçant qui semblait analyser chaque détail. Il y avait un air de famille, mais là où Bernard était chaleureux et paternel, Thomas était précis et chirurgical. Je lui ai présenté les preuves. Il les a examinées en silence, avec une concentration intense. Il a lu le rapport du détective, regardé chaque photo sans ciller et écouté l'enregistrement audio à travers des écouteurs. Le visage impassible. Quand il a eu terminé, il a retiré les écouteurs et m'a regardé droit dans les yeux. La situation est malheureusement très claire, a-t-il dit d'une voix calme. La faute de votre femme est avérée, documentée et irréfutable. Nous avons un dossier exceptionnellement solide. Son professionnalisme était à la fois déconcertant et incroyablement apaisant. Il ne parlait pas d'amour ou de trahison, mais de faute et de dossier. Il transformait mon chaos émotionnel en une suite logique de procédures juridiques. Que voulez-vous obtenir, Julien? La question était directe. Je n'avais pas vraiment réfléchi au-delà de la douleur. Je veux que ça s'arrête. Je veux divorcer. Et je veux qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Pour l'humiliation. Thomas a hoché la tête, comme si ma réponse était celle qu'il attendait. Il a pris un bloc-notes et un stylo. Très bien. Voici ce que nous allons faire. Nous allons procéder par étapes, de manière à garder le contrôle total de la situation. Notre objectif n'est pas seulement de gagner au tribunal, mais de vous donner l'avantage psychologique à chaque instant. Et là, sous mes yeux, il a commencé à dessiner les contours d'un plan. Un plan si méticuleux, si impitoyable, qu'il m'a laissé sans voix. Étape 1, le contrôle du domicile. Vous êtes propriétaire de l'appartement en votre nom propre? N'est-ce pas? J'ai acquiescé. C'était un bien que j'avais acheté avant notre mariage. Parfait. C'est un avantage considérable. La première chose à faire sera de changer les serrures. Vous devez la priver de l'accès à ce qui est, légalement, votre domicile. Cela crée un choc psychologique immédiat et la place en position de faiblesse. Elle ne contrôle plus rien. L'idée était brutale, mais elle résonnait avec la froideur qui s'était installée en moi. Étape 2, la procédure de divorce. Nous allons immédiatement déposer une requête en divorce pour faute exclusive. Compte tenu des preuves, nous demanderons des dommages et intérêts pour préjudice moral à un niveau très élevé. L'enregistrement où elle vous qualifie de distributeur de billets sera une pièce maîtresse. Aucun juge ne restera insensible à un tel mépris. Il a continué, sa voix ne faiblissant jamais. Étape 3, l'aspect professionnel. C'est là que nous pouvons faire le plus de dégâts. Votre femme et son amant sont collègues. Ils utilisent très certainement les outils de leur entreprise pour communiquer, email professionnel, messagerie instantanée. Peut-être même qu'ils se rencontrent pendant les heures de travail.
Le détective a noté plusieurs déjeuners de plus de 2 heures. Excellent, a coupé Thomas. Un éclair prédateur dans le regard. Utiliser le temps et les ressources de l'entreprise à des fins personnelles, qui plus est pour une liaison adultère entre employés, constitue une faute professionnelle grave. La plupart des grandes entreprises ont des chartes éthiques très strictes à ce sujet. Il s'est penché en avant, sa voix se faisant plus basse, plus confidentielle. Nous allons rédiger une lettre. Une lettre formelle et factuelle, adressée au directeur des ressources humaines et au service de conformité de leur société. Nous y joindrons des preuves soigneusement sélectionnées démontrant leur comportement inapproprié. Nous ne demanderons rien. Nous nous contenterons d'informer l'entreprise des agissements de ses employés, dans un souci de respect de leur charte éthique. L'entreprise se chargera du reste. Ils ne pourront pas ignorer une telle chose. J'étais abasourdi. Le plan était d'une logique implacable. Il ne s'agissait pas d'une vengeance explosive et désordonnée. C'était une démolition contrôlée. Une opération chirurgicale visant à démanteler, pièce par pièce, la vie qu'Élise s'était construite sur mes ruines. Cela va détruire sa carrière ? Ai-je murmuré ? Presque malgré moi. Elle a détruit votre mariage ? A rétorqué Thomas. Sans la moindre inflexion. Chaque action a des conséquences. Julien. Elle a fait des choix. Nous allons simplement nous assurer qu'elle en assume la totalité. Êtes-vous prêt ? J'ai relevé la tête. J'ai regardé l'avocat. Cet homme que je ne connaissais pas il y a 1 heure à peine, mais qui était devenu mon allié le plus précieux. Son plan ne visait pas seulement à obtenir justice. Il me redonnait le pouvoir. Le pouvoir que la trahison d'Élise m'avait arraché. Oui. Ai-je répondu ? Ma voix ferme et sans la moindre hésitation. Je suis prêt. Le midpoint de ma descente aux enfers était atteint. Mais au lieu de continuer à tomber, je venais de trouver un moyen de remonter. Et j'allais le faire en la laissant, elle, tout au fond du gouffre qu'elle avait elle-même creusé. Le samedi suivant fut une journée étrangement calme. Le fameux calme avant la tempête. Élise était d'une humeur radieuse, presque fébrile. Elle a passé une partie de l'après-midi à choisir sa tenue, sortant plusieurs robes de l'armoire, les essayant, me demandant mon avis avec une insouciance qui me donnait la nausée. Je répondais par des grognements approbateurs, le regard fixé sur l'écran de mon ordinateur portable où je prétendais travailler. En réalité, je finalisais les derniers détails avec Thomas par email. J'ai une soirée de retrouvailles de mon école de commerce ce soir, m'a-t-elle annoncé en se maquillant devant le miroir de l'entrée. Ça va finir tard. Tu sais comment c'est. On va refaire le monde. Elle portait une robe de soie bleu nuit, qui mettait en valeur sa silhouette. Elle était belle. Et cette beauté était désormais pour moi le masque de la tromperie. Elle s'était faite belle pour lui. Cette soirée de retrouvailles n'était qu'un nouveau mensonge. Une couverture de plus pour leur rendez-vous. Amuse-toi bien ? Ai-je répondu d'une voix neutre, sans la regarder. Un instant. Son regard a croisé le mien dans le miroir. J'ai cru y déceler une lueur d'inquiétude, comme si mon indifférence la troublait. Mais l'excitation de sa soirée a vite repris le dessus. Je t'écrirai. À demain. Elle a claqué un baiser dans le vide à mon intention et est sortie, laissant derrière elle un sillage de son parfum. Un parfum que je détestais désormais. La porte s'est refermée. Le son du verrou a résonné comme le gong de départ. J'ai attendu 10 minutes, pour être certain qu'elle était assez loin. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro que j'avais enregistré la veille. Bonsoir. C'est Monsieur Moreau. Vous pouvez venir. 1 heure plus tard,
Un serrurier discret et efficace était à l'œuvre. Le bruit de la perceuse et du métal qu'on travaille était une musique étrangement satisfaisante à mes oreilles. En moins de 30 minutes, la serrure de la porte d'entrée et celle de la porte blindée de la cave furent remplacées. L'artisan m'a tendu un jeu de nouvelles clés. Elles étaient lourdes et froides dans ma paume. C'étaient les clés de ma nouvelle vie. Les clés de ma forteresse. Une fois seule, j'ai commencé la deuxième partie de l'opération. Avec de grands sacs poubelles, j'ai méthodiquement vidé sa moitié de l'armoire. Ses robes, ses chaussures, ses sacs à main. Tout ce qu'elle avait acheté avec mon argent. L'argent du distributeur de billets. J'ai fait de même dans la salle de bain. Ses crèmes de luxe. Ses parfums. Son maquillage. Tout a fini dans les sacs. Je n'ai laissé que les objets sans valeur. Les vieux vêtements qu'elle ne mettait plus. Je n'ai rien jeté. J'ai tout descendu à la cave. Dans un coin sombre et humide. C'était sa place désormais. J'ai terminé en retirant toutes les photos d'elle dans l'appartement. Les cadres de notre mariage. De nos vacances. Je les ai tous décrochés. Les ai enveloppés dans du papier journal et les ai rangés dans un carton. Lui aussi destiné à la cave. Quand j'ai eu fini, l'appartement semblait plus grand. Plus vide. Mais il était enfin à moi. L'air semblait plus pur. Libéré de ses mensonges. Épuisé mais étrangement serein. Je me suis assis dans le salon et j'ai attendu. L'aube est arrivée. Et avec elle, la répétition de la scène qui avait tout déclenché. Le message désinvolte sur son téléphone. Reçu vers 5 heures du matin. Un ami était trop saoul. Je l'ai raccompagné. Ça a duré plus longtemps que prévu. J'arrive. Cette fois, je n'ai même pas ressenti le besoin de lui répondre par des mots apaisants. Mon doigt a glissé sur l'écran pour taper la phrase que j'avais préparée. Tu n'as plus besoin de rentrer. Jamais. J'ai appuyé sur envoyer. Une sensation de libération m'a envahi. Le rideau venait de tomber sur la comédie de notre mariage. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Appel manqué. Message paniqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponds-moi. Julien. Tu me fais peur. Arrête tes blagues. J'ai ignoré chaque notification. Je savourais son angoisse grandissante. C'était une bien maigre compensation pour les mois de doute et de douleur qu'elle m'avait infligés. Mais c'était un début. Puis, j'ai entendu le bruit de ses pas pressés dans le couloir de l'immeuble. Le cliquetis de sa clé cherchant la serrure. Le silence. Le cliquetis à nouveau. Plus insistant. Et enfin, le choc. La réalisation. Le bruit de la poignée secouée. Les coups contre la porte. Les appels désespérés. Julien. Ouvre-moi. Je suis resté assis. Impassible. Écoutant sa panique se transformer en hystérie. Elle a sonné à l'interphone. Encore et encore. La sonnerie stridente était le seul son qui brisait le silence de mon appartement. Sur le petit écran vidéo, je voyais son visage décomposé, ses yeux remplis de larmes et d'incompréhension. Elle n'était plus la femme séduisante et sûre d'elle de la veille. Elle n'était qu'une femme prise au piège. Dehors. Dans le froid du petit matin. S'il te plaît. Parlons. Explique-moi ce qui se passe. Sa voix était maintenant suppliante. Mais il n'y avait plus rien à expliquer. Ses actions avaient parlé pour elle. Mes actions parlaient pour moi. Le dialogue était rompu à jamais. Après une bonne demi-heure de vacarme, qui a probablement réveillé tout l'étage, elle a semblé se résigner. Les bruits ont cessé.
J'ai attendu, l'oreille tendue. J'ai entendu le bruit de l'ascenseur qui repartait. Elle était partie. La première étape du plan de Thomas était terminée. Et elle avait fonctionné à la perfection. Les jours suivants, j'ai vécu dans une bulle. Je recevais des dizaines de messages par jour. Des supplications, des accusations, des menaces. Je ne lisais rien. Je les supprimais sans les ouvrir. Je lui avais bloqué l'accès à ma maison. J'allais lui bloquer l'accès à mon esprit. Pendant ce temps, Thomas mettait la dernière main à la deuxième phase de l'offensive. Il m'a appelé le mardi pour me dire que la lettre avait été envoyée en recommandé avec accusé de réception au service des ressources humaines et de la conformité de l'entreprise d'Élise. Le jeudi, je lui ai envoyé un dernier message. Court. Froid. Impersonnel. J'ai des choses à te dire. Retrouve-moi au café Les Deux Magots à Saint-Germain-des-Prés. Dimanche à 15h. Viens seule. Je savais qu'elle ne viendrait pas seule. Une personne comme elle, acculée et paniquée, chercherait immédiatement un soutien extérieur pour se défendre. Elle engagerait un avocat. C'était exactement ce que Thomas et moi avions prévu. Nous ne voulions pas d'une confrontation émotionnelle. Nous voulions une négociation. Ou plutôt, une capitulation. Le dimanche après-midi, je suis arrivée au café en avance. J'ai choisi une table dans un coin discret de la salle du premier étage, loin de l'agitation des touristes. L'endroit était chargé d'histoire, un lieu où les plus grands esprits avaient débattu et écrit. Aujourd'hui, il allait être le théâtre de la fin d'une histoire bien plus modeste, mais tout aussi décisive pour moi. J'ai commandé un café et j'ai sorti de ma mallette le dossier que Thomas avait préparé. Une copie de toutes les preuves. J'ai attendu, le cœur étonnamment calme. La colère et la douleur avaient fait place à une sorte de détachement clinique. J'étais ici pour exécuter un plan, pour fermer un chapitre. À 15h précises, elle est arrivée. Comme prévu. Elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un homme en costume strict. La cinquantaine. L'air suffisant. Une mallette en cuir à la main. Son avocat. Élise avait le visage tiré. Les yeux cernés. Mais elle avait fait un effort. Elle portait un tailleur pantalon sobre. Tentant de se donner une contenance. Une image de femme d'affaires sérieuse et injustement traitée. Elle m'a regardé avec un mélange de colère et de peur. Bonjour. Julien. A-t-elle dit d'une voix qui se voulait assurée mais qui tremblait légèrement. Je te présente Maître Dubois. Nous avons pensé qu'il était préférable que la discussion se fasse en sa présence. Pour que les choses restent cordiales. L'ironie du nom de famille de son avocat, le même que celui de son amant, ne m'a pas échappé. Asseyez-vous. Ai-je simplement répondu en désignant les chaises en face de moi. Le point culminant était arrivé. La partie d'échecs allait commencer. Et je savais que j'avais déjà plusieurs coups d'avance. L'avocat. Maître Leclerc, elle avait bien dit Leclerc et non Dubois. Mon esprit m'avait joué un tour. S'est assis avec une assurance professionnelle, posant sa mallette sur la chaise à côté de lui. Il a sorti une carte de visite et me l'a tendue par-dessus la table. Maître Antoine Leclerc. Julien. Je suis ici pour faciliter un dialogue constructif et trouver une solution équitable pour les deux parties. Équitable. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Je n'étais pas là pour l'équité. J'étais là pour un verdict. J'ai ignoré sa main tendue et sa carte, laissant mon regard fixé sur Élise. Elle a tressailli sous son intensité. Avant que votre dialogue constructif ne commence, maître, j'aimerais entendre ce qu'Élise a à dire.
Pourquoi es-tu ici? Élise? Elle a été décontenancée par ma question directe. Elle a jeté un regard à son avocat, qui lui a fait un léger signe de tête encourageant. Julien? Ce que tu as fait est inacceptable? A-t-elle commencé? Sa voix montant d'un cran. Me mettre à la porte comme ça? Sans aucune explication. Changer les serrures. C'est cruel et inhumain. J'ai dû aller dormir chez une amie. J'ai tout perdu. Elle essayait de prendre le rôle de la victime. C'était la stratégie attendue. L'agresseur qui se fait passer pour l'agressé. Je vois. Ai-je répondu froidement. Donc? C'est moi le fautif. Notre couple avait des problèmes. A-t-elle enchaîné? Gagnant en assurance. Tu n'étais jamais là. Toujours au travail. Toujours distant. Tu ne me voyais plus? Tu ne me parlais plus. Je me sentais seule. Abandonnée. J'ai souffert. Julien. J'ai énormément souffert de ton indifférence. C'était presque admirable. Elle récitait sa leçon. Probablement préparée avec son avocat. Transformer son adultère en une conséquence de ma négligence. Tenter de partager la responsabilité. De diluer sa faute. Maître Leclerc a pris la parole. D'un ton professoral. Mon client ne cherche pas à excuser ses erreurs. Julien. Cependant, le contexte d'un mariage en souffrance est un élément crucial. Il est évident que le mal-être de ma cliente a été un facteur déterminant. C'est pourquoi nous pensons qu'un divorce par consentement mutuel, avec une prestation compensatoire raisonnable pour madame, serait la solution la plus civilisée. J'ai failli éclater de rire. Une prestation compensatoire. Non seulement elle me trompait, mais elle voulait que je la paie pour la quitter. L'audace était sans limite. J'ai gardé mon calme. J'ai ouvert lentement ma mallette et j'ai sorti le premier dossier. Je l'ai fait glisser sur la table, jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant eux. C'était le dossier des photos. Ma souffrance à moi, ai-je dit doucement, ressemble à ça. Maître Leclerc a ouvert le dossier. Son visage a perdu un peu de son assurance en découvrant les clichés. Il a tourné les pages, son expression se durcissant. Élise a jeté un œil par-dessus son épaule. Elle est devenue blême en voyant sa vie secrète étalée sur papier glacé. Les rires au café, les baisers volés, et la silhouette de dos, entrant dans l'hôtel. Ce sont des preuves accablantes d'un adultère? Je le concède, a admis l'avocat, tentant de garder une contenance. Cela justifie une demande de divorce pour faute. Cependant, cela ne change rien au fait que le mariage battait de l'aile bien avant. La faute peut être considérée comme partagée. Partagée? Ai-je répété? En le coupant. J'ai sorti un deuxième dossier de ma mallette. Celui-ci contenait les transcriptions des messages et des emails. Je l'ai posé par-dessus le premier. Lisons ensemble quelques extraits de ce mariage en souffrance. Ai-je proposé? J'ai lu à voix haute. D'un ton monocorde et glacial. Les messages qu'elle avait échangés avec Marc. La réunion était mortelle. Tellement hâte de te retrouver tout à l'heure. Même endroit. Lu à voix haute. Ou encore celui-ci, mon mari est à la maison ce soir. Je ne peux pas t'appeler. C'est agaçant. Le visage d'Élise se décomposait. Son avocat semblait de plus en plus mal à l'aise. Ce sont des conversations privées. A-t-il commencé? Des conversations tenues en partie via la messagerie de votre entreprise? Pendant les heures de travail? A précisé ma voix. Qui était en fait celle de Thomas parlant à travers moi. Chaque argument avait été préparé.
Ce qui constitue une faute professionnelle. Le mot « professionnel » a fait tiquer l'avocat. Il a compris que le terrain de jeu était plus large qu'il ne l'imaginait. Mais je n'avais pas fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai sorti mon téléphone et un petit haut-parleur Bluetooth que j'ai posé sur la table. Mais la meilleure preuve de ta souffrance, Élise, la voici. J'ai appuyé sur play. Le bruit de fond du café a rempli le silence. Puis la voix de Marc. Puis la sienne. Et enfin, la phrase. La phrase couperait. De toute façon, il n'est que mon distributeur de billets. Les mots ont flotté dans l'air. Clair, net, et d'une cruauté absolue. Le silence qui a suivi était total. Élise était pétrifiée. La bouche entr'ouverte. Les yeux exorbités par l'horreur. Elle ne se souvenait probablement même pas d'avoir dit ça. Tant ces mots devaient être naturels pour elle. Maître Leclerc a fermé les yeux un court instant. Comme un homme qui vient de comprendre que la bataille est perdue d'avance. Il a poussé un long soupir. Bon. A-t-il dit en rouvrant les yeux. Il n'y avait plus aucune trace de suffisance dans sa voix. Juste une lassitude professionnelle. De combien parlons-nous pour les dommages et intérêts? C'était une capitulation. Mais je n'étais pas encore satisfait. Oh. Nous n'avons pas encore abordé tous les sujets. Ai-je dit en coupant le haut-parleur. Vous voyez? Maître. Cette affaire a plusieurs facettes. Il y a la facette privée. Que nous venons de voir. Et il y a la facette professionnelle. J'ai regardé Élise droit dans les yeux. La peur avait remplacé la colère sur son visage. J'ai oublié de te le dire. Élise. J'ai pris la liberté d'envoyer une copie de certains de ces documents. Notamment les emails et les messages échangés sur votre lieu de travail. À votre direction des ressources humaines. Et à votre département de la conformité éthique. La lettre est partie mardi. Ils ont dû la recevoir mercredi. J'imagine que vous allez être convoqués tous les deux. Marc et toi. Dès demain matin. Le coup de grâce. L'impact de mes paroles a été instantané. Élise a eu un hoquet. Comme si on venait de lui couper le souffle. La couleur a complètement quitté son visage. La laissant d'une pâleur mortelle. Ce n'était plus seulement son mariage qui était en jeu. C'était sa carrière, sa réputation, sa source de revenus. Tout. Tu n'as pas fait ça. A-t-elle balbutié? Sa voix à peine un murmure. Tu m'as pris pour ton distributeur de billets. Considère que je viens de fermer le compte. Définitivement. Elle s'est effondrée. Littéralement. Elle a caché son visage dans ses mains et a commencé à sangloter. Des sanglots bruyants. Convulsifs. Qui secouaient tout son corps. Ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de peur. La peur de celle qui voit son monde s'écrouler et qui comprend qu'elle en est la seule et unique responsable. Son avocat a posé une main maladroite sur son épaule. L'air complètement dépassé. Il m'a regardé. Presque avec un air de supplication. Je me suis levée. J'ai rangé mes dossiers dans ma mallette. Avec une lenteur calculée. Mon avocat contactera le vôtre demain pour finaliser les termes de notre divorce. Ai-je annoncé à Maître Leclerc. Puis, j'ai posé un dernier regard sur la femme qui pleurait en face de moi. Celle qui avait partagé ma vie pendant 17 ans et qui était devenue une étrangère. C'est toi qui as choisi ce chemin. Élise. Pas moi. Assume. Je me suis retournée et je suis partie. Sans un regard en arrière. En descendant les escaliers du café. Je n'ai ressenti ni joie. Ni triomphe. Juste un vide immense. La bataille était gagnée.
Mais la guerre m'avait laissé des cicatrices profondes. Tout était fini. Vraiment fini. La semaine qui a suivi la confrontation au café a été une succession de formalités froides et impersonnelles. Gérées de main de maître par Thomas. L'avocat d'Élise, Maître Leclerc, n'a opposé aucune résistance. Il avait compris que la partie était perdue. Chaque clause de l'accord de divorce a été acceptée sans discussion. La faute exclusive a été reconnue. La demande de dommages et intérêts, fixée à un montant qui la paralyserait financièrement pour des années, a été validée. Elle renonçait à toute prestation compensatoire. L'appartement me revenait entièrement, sans aucune compensation pour elle. C'était une capitulation totale. Élise n'a plus jamais essayé de me contacter directement. Les seuls liens entre nous étaient désormais nos avocats respectifs. J'ai appris, par l'intermédiaire de Thomas, ce qui s'était passé dans son entreprise. La convocation avait bien eu lieu le lundi matin. Face aux preuves irréfutables de leur faute professionnelle, utilisation des biens de l'entreprise à des fins personnelles, manquement grave à la charte éthique, Élise et Marc n'avaient eu aucune chance. On ne leur a même pas laissé le choix de démissionner. Ils ont été licenciés pour faute lourde. La sanction la plus humiliante, celle qui vous laisse une tache indélébile sur un CV. J'ai imaginé la scène. La honte dans les couloirs, les regards fuyants de leurs anciens collègues, la récupération de leurs affaires personnelles dans un carton sous l'œil vigilant d'un agent de sécurité. C'était une fin brutale et sans gloire. Une fois le licenciement prononcé, Marc Dubois a montré son vrai visage. Confronté à la perte de son emploi et au scandale, il n'a pas cherché à soutenir Élise. Au contraire. Thomas m'a rapporté que, selon les dires de Maître Leclerc, Marc avait immédiatement rompu tout contact avec elle, la blâmant pour leur malheur commun. Pour lui, elle n'avait été qu'une aventure, un divertissement. Un divertissement qui lui coûtait désormais sa carrière. Une fois le jeu terminé, il avait jeté le jouet cassé. Élise s'est retrouvée seule, sans mari, sans amant, sans travail. La chute a été vertigineuse. Incapable de trouver un nouvel emploi dans son secteur à Paris, les nouvelles vont vite dans ces petits milieux. Croulant sous les dettes et obligée de payer les mensualités de son accord de divorce, elle n'a eu d'autre choix que de quitter la capitale. La dernière information que j'ai eue d'elle était qu'elle était retournée vivre chez ses parents, dans une petite ville de province. La femme ambitieuse et sophistiquée qui se moquait de son mari, distributeur de billets, était redevenue une enfant, dépendante, vivant sous le regard plein de reproches et de pitié de sa famille et de ses anciens voisins. C'était une prison sociale bien plus efficace que n'importe quelle condamnation. Son sort m'était indifférent. Je n'éprouvais ni satisfaction, ni pitié. Elle avait disparu de ma vie, de mes pensées. C'était comme si un long et mauvais rêve prenait fin. La première chose que j'ai faite une fois le divorce officiellement prononcé a été de vendre l'appartement. Je ne pouvais plus vivre entre ces murs hantés par les fantômes de nos 17 années de mensonges. Chaque pièce me rappelait un souvenir désormais souillé. J'ai tout vendu. Les meubles, la vaisselle, tout. Je suis partie avec 2 valises, comme si je recommençais ma vie à zéro. J'ai loué un appartement moderne et impersonnel à Neuilly-sur-Seine. Un lieu sans histoire, sans âme, où je pouvais enfin respirer. Libérée du poids de mon mariage, je me suis jetée à corps perdu dans le travail. C'est devenu mon refuge, ma thérapie. L'énergie que je consacrais autrefois à m'inquiéter pour Élise, je la canalisais désormais dans mes projets. Je passais mes soirées au bureau. Je travaillais le week-end. Ma concentration était totale. Mon efficacité redoutable. Bernard,
qui avait suivi mon épreuve de loin avec une discrétion bienveillante, a vu mon changement. Il a commencé à me confier des dossiers de plus en plus importants, des défis qui me poussaient à me dépasser. Moins d'1 an après mon divorce, il m'a promu à la tête d'un nouveau projet d'expansion internationale en Asie. C'était un pari audacieux, un projet à haut risque que beaucoup avaient refusé. Je l'ai accepté sans hésiter. Ce projet m'a sauvé. Il m'a forcé à voyager, à découvrir de nouvelles cultures, à rencontrer de nouvelles personnes. Il m'a éloigné de Paris et de mes souvenirs. Pendant 2 ans, ma vie a été un tourbillon de vols long courriers, de réunions dans des gratte-ciel à Singapour et à Tokyo, de négociations complexes. J'ai construit quelque chose de nouveau, de solide, quelque chose qui m'appartenait entièrement. Le projet a été un succès retentissant, dépassant toutes les prévisions. À mon retour en France, je n'étais plus le même homme. J'avais gagné en assurance, en sérénité. J'avais prouvé, avant tout à moi-même, que ma valeur ne dépendait pas de mon statut marital, mais de mes propres accomplissements. Le conseil d'administration a reconnu mon succès. Les promotions se sont enchaînées. J'ai gravi les échelons de l'entreprise avec une rapidité qui a surpris tout le monde. Sauf Bernard. Il m'a regardé évoluer avec une fierté presque paternelle. J'avais transformé le poison de la trahison en un antidote puissant, l'ambition. C'est à cette époque que le hasard a remis sur ma route une personne de mon passé. Une personne que j'avais presque oubliée. J'assistais à une conférence sur les nouvelles technologies. Un de ces événements professionnels un peu ennuyeux où l'on vient surtout pour le réseau. Pendant une pause café, alors que je regardais distraitement la foule, une voix a prononcé mon nom. Julien ? Julien Moreau ? Je me suis retournée. Une femme me souriait. Elle avait un visage familier, des yeux vifs et intelligents, un carré court et dynamique. Il m'a fallu quelques secondes pour la reconnaître. Camille ? Camille Renaud ? C'était une ancienne camarade de mon école de commerce. À l'époque, nous faisions partie du même groupe d'amis. Elle était la fille brillante. Toujours première de la classe. Avec un sens de l'humour caustique et une indépendance farouche. Nous nous étions perdus de vue après le diplôme. Chacun absorbé par sa propre carrière. Je n'arrive pas à le croire, a-t-elle dit en riant. Ça fait au moins 15 ans. Tu n'as pas changé. Un peu plus de cheveux gris. Peut-être. Toi non plus. Ai-je répondu? Un sourire sincère se dessinant sur mon visage pour la première fois depuis longtemps. Nous avons parlé pendant toute la pause. Elle avait fondé sa propre start-up dans la tech, qui connaissait un succès fulgurant. Elle était passionnée, vive, et parlait de son travail avec une flamme que j'admirais. Il n'y avait aucune trace de prétention ou d'arrogance en elle. Juste la confiance tranquille de quelqu'un qui a construit sa réussite par ses propres moyens. Notre conversation était fluide, facile. C'était comme si les 15 années qui nous séparaient n'avaient jamais existé. À la fin de la journée, alors que la conférence se terminait, elle m'a dit: ça te dirait d'aller boire un verre? Pour fêter ces retrouvailles. J'ai hésité une fraction de seconde. Depuis mon divorce, ma vie sociale était quasi inexistante. Mais il y avait quelque chose dans son regard direct et amical qui m'a mis en confiance. Avec plaisir, ai-je répondu. Ce premier verre s'est transformé en un dîner. Et ce premier dîner en a appelé beaucoup d'autres. Notre relation ne s'est pas construite sur un coup de foudre, mais sur la douce évidence de 2 âmes qui se reconnaissent. Avec Camille, tout était simple. Il n'y avait pas de jeu, pas de faux semblants. Nous parlions de tout et de rien,
De nos ambitions professionnelles? De nos voyages? De nos lectures? Elle avait un esprit vif et une capacité d'écoute rare. Elle ne jugeait jamais. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant italien qu'elle adorait, elle m'a posé la question que j'appréhendais et attendais à la fois. Tu ne parles jamais de ta vie privée? Julien. Tu es marié? Des enfants? J'ai posé mes couverts. J'ai pris une profonde inspiration et, pour la première fois, j'ai tout raconté. L'histoire de mes 17 ans de mariage? Les doutes? La découverte de la trahison? Le plan de Thomas? La confrontation? Le divorce? Je n'ai rien omis. Pas même les détails les plus humiliants? Comme la phrase du distributeur de billets. Elle m'a écouté en silence, son regard ne me quittant pas. Quand j'ai eu fini, un lourd silence s'est installé entre nous. Je me sentais nue, vulnérable, craignant que mon histoire ne la fasse fuir. Merci de m'avoir fait confiance, a-t-elle finalement dit d'une voix douce. Ça a dû être une épreuve d'une violence inouïe. Elle n'a pas cherché à me plaindre, ni à accabler Élise. Elle a simplement reconnu ma douleur. Puis elle a ajouté quelque chose qui a profondément résonné en moi. La personne qu'elle a trompée n'est plus la personne que tu es aujourd'hui. Tu as transformé cette blessure en force. C'est ça, le plus important. À cet instant, j'ai su que Camille était différente. Elle ne voyait pas en moi un homme blessé à réconforter, mais un survivant qui s'était reconstruit. Elle voyait ma force, pas ma cicatrice. Notre amitié s'est peu à peu transformée en amour. Un amour calme, mature, basé sur le respect mutuel et une profonde complicité intellectuelle. Camille m'a réappris à faire confiance. Elle m'a montré qu'une relation pouvait être un partenariat équilibré, où chacun soutient l'autre sans chercher à le dominer ou à l'utiliser. Avec elle, je ne me suis jamais senti comme un distributeur de billets. Je me sentais comme un homme, aimé pour ce que j'étais. 5 ans ont passé depuis mon divorce. Ma carrière avait atteint des sommets que je n'aurais jamais imaginés. Bernard, qui était maintenant directeur général, venait de m'annoncer ma nomination au poste de directeur exécutif. J'étais devenu l'un des plus jeunes membres du comité de direction. Le jour de ma nomination, en sortant de la réunion, Bernard m'a pris à part. Je suis fier de toi, Julien. Tu sais, pas seulement pour le travail, mais pour l'homme que tu es devenu. Son approbation, celle de mon mentor, de l'ami qui m'avait tendu la main au plus profond de ma détresse, a été la plus belle des récompenses. Je sentais que je lui avais enfin rendu la confiance qu'il avait placée en moi. Ce soir-là, j'ai emmené Camille dîner sur une péniche qui naviguait lentement sur la Seine. Les lumières de Paris scintillaient sur l'eau. La tour Eiffel brillait de 1000 feux. La ville qui avait été le théâtre de ma plus grande douleur était devenue le décor de mon plus grand bonheur. Au milieu du dîner, je me suis levée. J'ai fait le tour de la table et j'ai posé un genou à terre. J'ai sorti de ma poche un petit écrin de velours. Avant même que je puisse prononcer un mot, j'ai vu des larmes briller dans les yeux de Camille. Elle a posé sa main sur sa bouche. Un sourire éclatant illuminant son visage. Tu sais, je commençais à croire que tu n'allais jamais demander, a-t-elle murmuré en riant à travers ses larmes. Mon discours, si soigneusement préparé, s'est envolé. J'ai simplement ouvert l'écrin, révélant une bague simple et élégante. Camille Renaud? Veux-tu m'épouser? Oui. A-t-elle répondu sans la moindre hésitation. Bien sûr que oui. J'ai glissé la bague à son doigt. Elle s'ajustait parfaitement.
Cette fois, je savais qu'elle y resterait. Ce n'était pas seulement le symbole d'un engagement, mais celui d'une renaissance. Aujourd'hui, à 45 ans, je regarde ma vie et je ressens une profonde gratitude. La trahison d'Élise a été une déflagration qui a tout détruit sur son passage. Mais sur les ruines de mon ancienne vie, j'ai reconstruit quelque chose de plus solide, de plus authentique. J'ai appris que le bonheur ne réside pas dans la perfection d'une image, mais dans la vérité d'une relation. Parfois, en me réveillant le matin à côté de Camille, sa présence calme et rassurante à mes côtés, je repense à l'homme que j'étais. L'homme brisé, assis seul dans le silence d'un appartement vidé de son amour. La cicatrice est toujours là, invisible sous la peau. Elle ne me fait plus mal. Elle est simplement un rappel. Le rappel qu'une fin n'est parfois que le prélude à un nouveau commencement. Et mon nouveau commencement venait à peine de débuter.